Le coup mental du militantisme antiraciste. Cette table ronde a été co-organisée avec le Bureau culturel de Genève. Intervenante, Vanessa, membre du collectif Afro-Suisse, Inès, cofondatrice et membre des Foulards Violets. Modération, Kiemis, autrice et poétesse afroféministe. Musique et mixage, Karami. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour cette discussion et cette table ronde qui est intitulée donc le coup mental du militantisme antiraciste. Je tiens à rappeler effectivement que cet événement s'inscrit dans le cadre de la semaine contre le racisme à Genève qui est organisée par le service Agenda 21. Chaque année, cette semaine de sensibilisation sur le racisme se déroule autour de la date du 21 mars puisque c'est la date c'est la journée internationale de lutte contre les discriminations raciales. Pour cette édition, la ville a choisi d'explorer la thématique de la santé, un sujet qui est d'une grande importance pour chacune et chacun d'entre nous. Elle souhaite mettre en lumière les nombreux liens qui existent malheureusement entre le racisme et la santé. Et dans cette table ronde, nous aborderons la question du burn-out militant au sein des militants antiracistes suisses. Et nous avons la chance avec nous de pouvoir discuter avec des activistes et des activistes qui viennent d'associations antiracistes et que je vais vous présenter tout de suite. Donc, j'ai la chance de pouvoir discuter avec Inès Elchik, qui est donc autrice, militante féministe et antiraciste. Inès, vous avez fondé le collectif Les Foulards Violets et également un autre collectif qui s'appelle Fête des Vagues. Je suis ravie d'être à vos côtés ce soir. Je suis aussi ravie, merci beaucoup. Avec nous aussi, on a la chance d'accueillir Vanessa du collectif Afro-Suisse. Le collectif Afro-Suisse ou le CAST, c'est une association normande qui a pour but de lutter contre le racisme et la misogynoire, un terme sur lequel on pourra sûrement revenir dans la soirée. Le but de ce collectif est de visibiliser la communauté noire en Suisse, mais également de sensibiliser le public aux actes de racisme anti-noir. Le CAS a une approche intersectionnelle, prenant en compte plusieurs caractéristiques, genre, classe, religion, sexualité, nationalité, statut légal. Ce collectif est né en 2009 et il s'est fait notamment connaître à travers ses actions militantes de rue. Bonsoir Vanessa. Bonsoir et merci beaucoup. Alors pour commencer cette table ronde, ce que je vous propose, c'est que je vais vous poser quelques questions, peut-être 6 ou 7. J'ai tendance à beaucoup rebondir aussi parce que je suis sûre qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Et ensuite, je pense que ça peut être intéressant d'ouvrir la parole au public. Donc si vous avez des questions, des remarques, des réflexions sur ce qui a été dit, ce qui va être dit ou même sur le thème, n'hésitez pas, on va en parler à la fin. D'accord ? Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander à toutes les deux comment naît le militantisme antiraciste et féministe, d'où ça vient et comment on devient militant. Je pense que c'est important de revenir à la genèse de votre engagement politique pour ensuite pouvoir discuter de ses impacts et aussi de ce que ça provoque chez nous. Pas seulement l'engagement, mais aussi le fait de lutter activement contre le racisme. Quelqu'un veut commencer ? Donc en gros, la question est sur comment on devient militant. Alors, dans mon cas, je pense que je suis née en Suisse, je suis née en Europe, mais j'ai pas forcément grandi ici. J'ai beaucoup vadrouillé et puis après je suis revenue quand j'avais 15 ans à peu près. Et en fait, c'est la période pendant laquelle on est en train de se construire, de découvrir plein de choses par rapport à l'identité, de
se questionner, enfin voilà, d'être en colère contre tout le monde, etc. Mais je crois que les questions identitaires, en fait, surgissent en force pendant cette période-là. Et comme j'avais beaucoup évolué dans un contexte sur le continent africain, dans plusieurs pays, en fait, moi, j'ai pas vraiment grandi. En tout cas, les années formatrices, si je peux les appeler comme ça, c'était dans des pays plutôt avec une majorité de personnes noires. Donc, c'est vrai que j'avais pas cette expérience pendant cette période de ma vie de faire partie d'une minorité raciale. Après, revenant en Europe et puis me trouver face aux personnes en fait qui pouvaient parfois émettre certains commentaires ou ressentir un certain regard ou jugement en fait, ça a commencé à me travailler, mais j'avais pas les mots en fait pour exprimer ce que je vivais. Et puis je pense qu'on veut toujours nous éduquer à dire ah ben voilà, il faut juste être correct, travailler, faire le nécessaire pour les études et puis on va réussir. C'est un peu le discours que l'on entend quand on est jeune. Bien sûr. Et moi, je vivais un peu avec cette presque naïveté en fait par rapport à plusieurs choses, dont le fait d'évoluer dans ce monde en tant que femme noire. Et puis plus tard, je suis allée aux États-Unis. J'ai fait mon master là-bas pendant 1 an. Et je crois que je suis arrivée la même semaine que la mort de Eric Garner. Donc, c'était un homme qui s'est fait étrangler par un policier parce que apparemment il vendait des cigarettes à l'unité qui étaient interdites. Il n'avait pas la permission, etc. Et je crois que c'était le début vraiment d'une vague, en fait, malheureusement, de cas comme ça, ou en tout cas de cas visibles, qui étaient médiatisés. Malheureusement, sa mise à mort, son meurtre, en fait, a été filmé. Et il y avait une série de ça, en fait, pendant toute cette année que j'étais là-bas. Donc, je tiens à dire que j'ai pas découvert le racisme là-bas. C'est juste que, tout ça arrivait au même moment. J'avais un peu, début de vingtaine, puis je commençais vraiment à pouvoir mettre les mots sur des choses. Et là, en fait, ça m'a permis de beaucoup apprendre comment m'exprimer, en fait, sur les choses qui me faisaient mal quand j'étais plus jeune et de me dire, ah, ok, c'est ça d'être discriminé, c'est ça le racisme, et ainsi de suite. Donc, après cette expérience, du coup, je suis revenue en Suisse et j'avais comme ce besoin vraiment de faire quelque chose, même à petite échelle. Donc, je crois que, c'était pas tout de suite après mon retour, mais j'ai pu, en fait, découvrir le collectif Afro-Suisse. Et puis, j'ai intégré ce collectif, d'ailleurs, romande. Je voulais juste préciser par rapport à l'intro. Moi, en fait, j'ai rejoint le collectif Afro-Suisse en 2017. Donc, voilà, je crois que tout ça, en fait, cet engagement est vraiment né de ce besoin de me sentir utile ou de agir en fait sur ce que je ressentais. Moi, quel moment est-ce qu'on est devenu militante ou militant? Parce que je pense qu'en fait c'est un rapport au monde qui se construit avec le temps. Parce que est-ce qu'on est militant à partir du moment où on est dans une structure? Je pense pas vraiment. Je pense qu'on est militant à partir du moment où on refuse un état d'être des choses du monde et puis où à partir du moment où on n'est pas à l'aise avec le fait de juste rester dans ce statu quo. Et donc à ce moment-là, je pense que c'est un peu compliqué pour moi de dire à partir de quand j'étais militante, mais par contre, et ce serait très dur pour moi de donner des dates, mais par contre, il y a un état d'esprit en fait, je pense, qui peut un peu résumer la naissance de la militance chez moi. Ou je pense même pour d'autres personnes. Pour moi, la naissance de la militance, c'est le moment où la colère, elle rencontre l'amour. Alors je m'explique. La colère, c'est la colère de tout ce qu'on peut subir, de tout ce qu'on peut voir, de ce qu'on refuse. Donc refuser les discriminations qui, par exemple, dans mon cas, sont du fait que je suis à la fois une femme, une personne racisée, une personne musulmane et une personne grosse. Et il y a un moment où, en fait, il y a la colère de subir toutes ces choses, mais la colère n'est pas suffisante pour faire le militant ou la militante. Ce qu'il faut, c'est que le militant ou la militante trouve quand même suffisamment d'amour en soi et en les siens pour avoir envie de bouger les choses.
Parce que en fait, la colère elle-même, elle peut être destructrice, elle peut juste nous faire stagner dans dans une espèce de frustration des choses. Mais quand il y a l'amour qui est rajouté à ça, c'est là où on commence à faire quelque chose de constructif de sa colère. Et ce moment-là, sans pouvoir dater hyper précisément à quel moment ces choses se sont imbriquées, je me rends compte qu'il y a des moments dans ma vie où elles ont fait comme une réaction chimique entre elles et elles ont un peu explosé. Moi, il y a deux moments très particuliers qui sont une sorte de, on va pouvoir dire une sorte de awakening, une sorte de réveil de ces choses-là. Il y a la première chose, ça a été le résultat de la votation de l'interdiction des minarets, où 2009, je crois, si je me rappelle bien, l'interdiction des minarets, où un parti d'extrême droite pose une initiative pour l'interdiction des minarets de mosquées sur toute la Suisse, où tous les partis politiques disent non, c'est ridicule, etc., mais ne vont quand même pas en campagne. Et puis ce parti-là, qui fait à l'époque figure un peu de... Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était complètement farfelu, quoi, de devoir voter là-dessus, parce qu'il n'y avait que 4 minarets sur toute la Suisse. Et un dimanche, on se réveille, et puis le résultat des élections, c'est que plus de la moitié du pays pense que c'est normal que dans notre constitution, il faille un article constitutionnel qui interdise la construction des minarets. Et là, ce moment-là, je me dis, ah ouais, je suis dans un pays où quand je marche dans la rue, la moitié des personnes pensent que, parce que je suis musulmane, il faut que je sois invisible, il faut que je rase les murs. Donc ça, c'est un choc quand même. C'était un des premiers chocs. Et le deuxième choc, qui celui-là et je l'avais ressenti très violemment, c'était l'affaire du viol de Dominique Strauss-Kahn sur Nafissatou Diallo. Ça date d'un certain nombre d'années, et 2011, voilà. Et ce que je me rappelle de cette époque, c'est la quantité de débats extrêmement difficile à entendre, où en fait on parlait de Nafissatou Diallo comme d'une femme de ménage pas belle, qui essayait de profiter d'un homme riche, et lui, homme puissant, s'il avait voulu des femmes, c'était pas le genre de femme qu'il allait choisir, que c'était un peu normal dans sa position d'être tenté par un peu toutes les femmes qui sont autour de lui, etc. Et que en fait, ce violeur, on parlait de lui comme un séducteur. Et pourquoi ça m'avait fait un tel choc, c'est que ma mère était femme de ménage. Et en ayant des débats autour de moi, y compris dans ma famille, je me suis rendu compte que même des personnes qui me ressemblaient, qui avaient des liens de parenté avec des femmes de ménage, étaient capables d'avoir des avis tels que non, mais elle invente pour se faire de l'argent, etc., etc. Et là, je me suis dit, mais le niveau d'aliénation qu'il faut pour que, par exemple, tu vois un reportage télé sur Dominique Strauss-Kahn et une femme de ménage comme Nafissatou Diallo, et que toi-même, t'es objectivement, socialement beaucoup plus proche de Nafissatou Diallo, mais que t'as beaucoup plus d'empathie vers Dominique Strauss-Kahn, ça, pour moi, ça a été un truc, une colère tellement énorme, et en même temps, j'avais envie de crier mon amour, en fait, pour ma maman, pour Nafissatou Diallo et pour toutes les autres femmes qui, comme elle, ont vécu des trucs certainement dans le silence et au moins tout aussi terribles, parce que asseyez-vous avec les femmes de vos familles qui ont travaillé dans le Caire, elles ont chacune vécu des situations comme ça, et en fait souvent tout ça se passe dans le silence. Et en fait, quand je dis que la militante, elle est née dans ces moments un peu, il y a la colère et l'amour se sont rencontrés. C'est vraiment à ces deux moments-là que je pense. Déjà dans vos deux premières réponses, deux entrées en matière, il y a déjà beaucoup de choses. Je pense pour vous deux. La première, Vanessa, c'est que comment dirais-je, cette rencontre avec le collectif dans lequel vous avez été vient après ce besoin de se relever, parce que c'est aussi ça, je pense, la question de la colère. Et je pense que c'est important de parler de l'usage de la colère dans le cadre de la santé mentale et du burn-out. Parce que cette colère, elle soulève, comme vous l'expliquez très bien, toutes les deux d'ailleurs, mais elle, comme tu le dis aussi, comme vous le dites, pardon, Inès, elle peut consumer aussi.
Mais néanmoins, dans votre parcours, Vanessa, ça arrive, disons, au début de la vingtaine. Comment dirais-je, de mon expérience, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut constater aussi beaucoup dans les collectifs militants, notamment de gauche. Je pense que ce qu'on peut remarquer, c'est aussi la jeunesse des personnes, en tout cas dans beaucoup de collectifs, je dirais, militants sur des grandes questions, je dirais, il y a beaucoup de jeunesse. Voilà, il y a un peu avec une image aussi de la force de la jeunesse, de l'engouement de la jeunesse. Ça peut être des clichés aussi, hein, mais de cette énergie-là. Et je pense que c'est important aussi de le dater, parce que aussi, ça nous permet aussi de pouvoir tracer une espèce de fresque, ou même de timeline, bon, j'ai pas le mot français, excusez-moi, de timeline, qui nous montre aussi que le temps passe aussi quand on est activement dans un collectif, et que le jus qu'on a peut-être au début, il peut aussi diminuer. Voilà. Donc il y a cette partie-là, et puis la deuxième partie sur cette question de la colère et de l'amour, je pense que ça peut être aussi c'est une bonne entrée en matière sur la question justement que je vais aborder. Comment, au sein de vos collectifs, parce que effectivement, on peut être militant pas dans des collectifs, mais vous faites partie quand même de collectifs, donc d'ensemble. Comment est gérée cette question de la colère, et comment on aborde la question de la colère comme à la fois peut-être un besoin de légitimation, mais aussi quelque chose qui nous dévore dans les deux cas. Est-ce qu'il y a une adresse justement à ces questions de la colère qui est faite, et est-ce que, comment ça se passe en fait? Et ensuite, on parlera de l'amour aussi. Alors, souvent, on a l'impression, on attend un peu cette image que militer, c'est être très en colère. Et c'est vrai que militer, c'est exprimer sa colère, mais c'est savoir aussi moduler sa colère, et aussi savoir la gérer personnellement et collectivement. Parce que si on est juste tous en colère, et puis qu'on est tous autour d'une table tous en colère, on n'arrive pas vraiment à faire quelque chose de constructif. Par exemple, si je prends un exemple, organiser une manif, ou écrire un communiqué, ou voilà, je veux dire, il y a quelque chose qui arrive, donc il faut qu'on en parle, etc. Il y a la colère, mais après il y a aussi tout ce qui est hyper rébarbatif qui vient. Si je veux organiser une manif, je vais dire, il faut qu'on demande l'autorisation de rassemblement. C'est qui fait les flyers. À quelle heure est-ce qu'on dit. Il faut qu'on fasse le service d'ordre. Si je me rappelle des manifs qu'on avait autour de la période Covid, il fallait qu'on compte des nombres de masques qu'il fallait qu'on portait sur nous, etc. Et puis il faut que celui qui pense au mégaphone, il faut la voiture, etc. et tout. Donc tous des trucs, mais d'une banalité folle. Et en fait, si t'es juste dans la colère, ces trucs-là, t'as juste envie de courir dans la rue et gueuler, mais tu peux pas juste faire ça. Donc en fait, je pense que aussi le fait d'être en collectif et d'organiser une action, c'est un mode de gestion de cette colère. En fait, c'est comme un transformateur. Tu as du pur sentiment, tu dois le mettre en input, et en output, t'as quelque chose qui est plus grand que juste le sentiment. Il reste du sentiment, mais il y a de l'action, du lien, et puis de l'analyse, de l'intellect, et puis une vision plus long terme en fait. Et je pense que moi, avant d'être dans les deux collectifs qui sont aussi importants pour moi, que sont le collectif Fête des Vagues et puis le collectif des Foulards Violets, j'ai l'impression que parfois j'avais ma colère qui me pesait sur le dos, mais je savais pas trop quoi en faire. Et le fait d'être en collectif, ça permet ensemble de pouvoir la gérer et de pouvoir en faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que comme je disais tout à l'heure, colère et amour,
Donc il y a toujours ces deux choses-là dans le collectif, et donc ça amène aussi au fait qu'il est hyper important quand on est dans un collectif de se lier collectivement avec aussi des gens pour lesquels on témoigne de l'amour en fait. Pas juste d'être là avec des gens parce qu'on a une colère commune, mais aussi être là parce que il y a quelque chose de plus qui nous lie. Et je pense que j'ai la chance d'avoir ça. Et puis ça permet une sorte de régulation. Et le fait de faire des actions est aussi une forme de régulation. Et une régulation et c'est ça qui est important. C'est pas une régulation qui stérilise la colère. C'est une régulation qui transforme la colère en quelque chose de transformateur et d'agissant. Franchement, je partage beaucoup des mêmes constats. Je pense que la colère, effectivement, est souvent une force motrice, si je peux dire ça comme ça. Dans le cas des activités, par exemple, qu'on fait au sein du CAS, comme c'est assez mixte, en fait, ça peut être des actions de rue, par exemple, suite aux événements qui sont assez sidérants, etc. Ou bien, on peut essayer de proposer des espaces pour les personnes concernées, pour un peu partager un peu les vécus, essayer d'avoir un peu des stratégies de lutte, etc. Mais comme Inès disait, souvent quand il arrive quelque chose, soit on est en train d'organiser une manif parce qu'il y a eu X ou Y événement et on est tout de suite dans la logistique. C'est vrai que on est vraiment en mode presque comme des robots en fait, parce qu'il faut agir dans le temps en fait. Il faut essayer de réagir quand l'affaire est chaude entre guillemets, et puis vraiment pour ne pas perdre de l'élan dans tout ce qu'on fait. Parfois, quand on entre un peu dans cet espace robot, c'est comme, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour la colère. Et c'est vrai que ça peut, en fait, le sentiment, reste le même. Elle est là, en fait, cette colère. C'est juste qu'elle doit être un peu mise de côté pour justement pouvoir faire quelque chose de bien. Et puis, dans les collectifs, il y a des personnes, il y a des êtres humains qui sont susceptibles, en fait, qui peuvent être énervés, qui peuvent être contentes. On fait l'expérience de toute la gamme d'émotions possibles. Donc, je pense que ce qui nous aide, en tout cas, ce qui m'aide beaucoup, en fait, dans l'espace collectif, c'est vraiment de base, partager ce constat de base, c'est que, on essaie de faire les choses toujours dans la bienveillance entre nous. Et puis laisser un peu la place pour que cette colère puisse sortir, pour pas que justement ça répercute sur les autres membres du collectif ou sur d'autres personnes dans la vie privée, etc. Au mauvais moment. Et puis je crois que c'est peut-être la question qui sera au cœur de ce débat d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait avec comment est-ce qu'on gère toutes ces émotions qui sont assez lourdes, parce qu'après, les personnes qui sont dans des luttes antiracistes, je vais essayer vraiment de rester dans le cadre, on est des personnes qui sont touchées par ces questions. Donc, avoir tout le temps à porter ce fardeau, comme si c'est quelque chose d'externe, en fait. Comme si on est en train de regarder un problème, je sais pas, de maths ou autre chose, en fait. C'est pas si abstrait que ça. Donc, quand on est dedans, et puis avoir à porter cette colère, et puis aussi dépendre de nous-mêmes, en fait, pour avoir les solutions pour cette colère, cette haine, etc. C'est extrêmement lourd, en fait. Justement, c'est un peu, effectivement, on est au cœur du sujet. Vous, peut-être des personnes qui sont dans l'assistance, ça fait des années, du coup, que vous êtes évidemment organisé dans un collectif, mais que vous êtes face aussi à des résistances, parce que on aimerait tous se dire que on a résisté une fois et puis c'est bon, en fait on a aboli le racisme, et en fait cette réunion n'a pas lieu d'être. C'est littéralement l'objectif, en fait, voilà, mais ce n'est pas le cas, et donc on se retrouve face à des obstacles, face à des comment dirais-je, des obstacles divers et variés. Je peux donner des exemples et vous pourrez aussi en donner de ce que vous avez, ce qui vous est arrivé. Typiquement, on va dans on fait des conférences, les personnes posent des mêmes questions, dans le monde, on fait des manifestations, on est face à peut-être, soit face à la police qui, notamment dans le cadre
comment dirais-je, des manifestations antiracistes, parce que je pense que bon voilà, moi je suis française donc je suis un peu traumatisée par ce qui se passe en France, mais voilà, il peut y avoir aussi cette confrontation, il y a aussi cette confrontation aussi d'être féministe intersectionnelle et d'être face à un mouvement féministe qui n'est pas forcément le plus accueillant, et donc continuer à avoir les mêmes conversations. Donc comment on fait quand on est face à, enfin comment on fait? Et oui, c'est vrai que c'est toujours frustrant de se dire que c'est de nous, enfin, comment dire, on est à la fois en colère, et aussi il faut penser à comment on fait fleurir des baumes. Mais justement, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment on gère ça? Comment on gère la énième conversation? Comment on gère la énième remarque? La énième réflexion classique, quand justement on est à la fois militant, mais aussi personne racisée. Donc c'est-à-dire on est à la fois concerné directement par les questions qui nous traversent, c'est pas des questions, mais les oppressions qui nous oppressent, bon, les oppressions qui nous oppressent pas ouf, mais qui nous écrasent, voilà, qui nous écrasent. Et en même temps, en tant que militant, on peut aussi être des personnes ressources pour des personnes qui ne sont pas militantes. Donc qu'est-ce qui se passe et comment on fait? Je pense que c'est important de pouvoir en parler, et c'est l'espace pour en parler justement. Comment? Ah oui, j'ai pris un verre d'eau. Je pense que quand j'étais invitée à cette table ronde avec son titre Burnout militant, bon c'est un thème qu'on a beaucoup dans nos cercles militants. On parle beaucoup de la fatigue, l'usure, le fait qu'à un moment la coupe elle est pleine, des fois il se passe quelque chose et puis c'est la goutte d'eau de trop, etc. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir à cette question de cette usure. C'est drôle parce que en fait tu parlais je me permets de tutoyer. On n'arrive pas à se vous voyez quand à côté on se tutoie. Quand tu parlais tout à l'heure de la jeunesse, c'est que souvent justement quand t'as toujours cette image du militant assez jeune, etc. Mais une des raisons de ça, c'est pas seulement parce que tu entres en militance jeune, c'est parce que quelques années de militantisme, des fois ça te peut t'user extrêmement vite. Ça peut t'user très vite d'une manière, que parfois un travail ne t'use pas, sans minimiser l'usure que peut apporter le travail. Je suis pas du tout en train de comparer l'un et l'autre, mais donc en fait, des fois les cycles de vie de militants, j'ai l'impression que quand je regarde autour de moi, c'est 5 ans, 7 ans comme ça, et après les gens disparaissent parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils ont eu à donner et qu'ils ont pas réussi à trouver des moyens de renouveler en fait, de renaître quelque part au milieu de ça. Et je pense que c'est hyper crucial d'en parler parce qu'en fait, quand il y a ce cycle d'usure et que la personne, soit elle quitte les collectifs dans laquelle elle est, soit elle s'éloigne un peu d'activités militantes, etc. Ou alors elle devient blasée parce que finalement, à quoi ça sert de faire si ça change rien? Il y a aussi ce qui part avec elle, c'est aussi toutes les pratiques et l'expérience qu'elle a accumulées, qui pourrait être utile en fait au mouvement antiraciste, au mouvement militant en manière générale, mais là aujourd'hui on parle du mouvement antiraciste. Et puis il y a aussi cette perte de mémoire, ça c'est quelque chose qui me travaille beaucoup ces temps-ci, c'est que l'année passée, nous on a commencé les foulards violets en 2019, on a fait plein de choses un peu d'une manière que on s'est un peu qu'on voyait pas autour de nous, etc. Et puis c'était on nous disait toujours mais c'est incroyable, c'est hyper bien ce que vous faites, etc. On n'a jamais vu un groupe qui fait le machin comme nous et tout, etc. Et en parlant avec plein de femmes musulmanes de notre entourage, alors que nous-mêmes on est des femmes musulmanes qui connaissons ces oppressions depuis de nombreuses années, on se rend compte que des personnes qu'on connaît avaient lancé leur propre collectif genre en 1998 autour des premières affaires du foulard à Genève, parce qu'il faut savoir que la première affaire liée à l'interdiction du foulard dans le travail en Europe, c'est à Genève. Donc la Suisse, elle a été novatrice à ce niveau-là, et il faut dire aussi que la personne qui a provoqué cette discrimination est aujourd'hui à la Commission fédérale contre le racisme.
Sympa. Martine Bruchning-Graff. Ok. Ouais. Donc celle qui était à la tête du département de l'instruction publique à l'époque. Et ça, pourquoi c'est important de dire ces noms? Et l'autre nom que je voudrais dire, c'est le nom de Lucia Dalab, qui est donc la première femme musulmane européenne qui s'est vue interdit, enfin qui a vu en fait toute une machine institutionnelle se mettre en place contre elle pour inventer un règlement qui n'existait pas à l'époque pour interdire son foulard. Et pourquoi c'est important de dire ces deux noms, Lucia Dalab et Martine Bruchning-Graff? C'est que quand le cycle des militants meurt au bout de 5-7 ans, parfois la génération d'après des militantes ne se rappelle pas des noms, ne sait pas qu'il y a eu des gens qui ont résisté avant elle et eux, qu'ils ont fait qu'en fait, par exemple, la génération de nos parents, nos grands-parents, ils se sont pas laissés faire sans rien dire. Et en fait, c'est hyper important de dire qu'ils ont résisté avec beaucoup de dignité, de plein de manières différentes, qu'ils ne se sont pas simplement tus, parce que des fois, c'est un truc qu'on entend un peu chez les plus jeunes qui dit maintenant nous les jeunes, on va venir faire bouger les choses. Nos parents, ils ont accepté un peu sans trop se plaindre. C'est pas vrai. Souvent, il y a eu des gens parmi nos parents qui se sont levés contre ça. Nos parents, ils ont renversé des empires coloniaux, s'il vous plaît. Ok. Et donc déjà, il y a la dignité de nos parents qui est liée au fait d'avoir cette mémoire. Et deuxièmement, la perte de mémoire, c'est qu'aussi il y a des personnes qui, excusez-moi du terme, se blanchissent par la perte de mémoire. Donc ça, il y a des noms qu'il faut pas oublier. Et puis pour pas oublier à la fois les pratiques et les noms, il faut pouvoir assurer la continuité, la documentation et le relais entre les générations de militantes. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Je sais, je parle beaucoup, je suis désolée. Et c'est beaucoup plus facile à faire quand on n'est pas usé au bout de quelques années. Et le fait d'être je te jure que je vais faire très vite. Et en fait, cette usure, en fait, le truc, c'est que pour contrer cette usure, il faut aussi comprendre ses causes. Et les causes, il y en a 3, en fait, essentiellement. Je classifie ça en trois catégories. Premièrement, il y a l'usure d'être nous-mêmes une personne concernée et d'être tué par tout ce qu'on voit tous les jours et tout ce il y a ce qu'on subit nous directement, par exemple des agressions ou des micro-agressions racistes qu'on va subir au travail, dans la rue, etc. Il y a ceux que les nôtres vivent. Donc quand on a des frères, on n'est pas très à l'aise avec le fait de savoir qu'ils sont dehors très tard ou qu'ils peuvent rencontrer la police ou des trucs comme ça, ou alors quand on a de la famille qui peuvent subir aussi ces choses-là, mais aussi plus largement en tant que, on va dire, que groupe social ou que communauté. Donc par exemple, moi en tant que personne musulmane et arabe, ça fait 5 mois que je travaille tous les jours, que je dois maintenir la face, que je dois faire tout ce que je dois faire, mener ma vie comme si elle était normale, alors qu'à quelques heures d'avion d'ici, il y a des gens qui me ressemblent, des enfants qui ressemblent à ma fille, qui se font massacrer et mettre en morceaux. Dans un consensus international. Donc, il y a le fait de subir tout ça. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est les modes de militance qui souvent demandent beaucoup d'énergie, à la fois de l'énergie de l'organisation, ce que je disais tout à l'heure sur le fait de moduler la colère, etc., mais aussi après de recevoir des backlash. Chaque fois qu'on parle, on reçoit des paroles violentes, etc. Moi, j'avoue que j'avais un événement ce lundi. Le jour juste avant, il y a eu un article qu'on pourra qualifier d'extrême droite qui est sorti sur moi et mon collectif. J'ai dû aller aux urgences avec une crise j'ai fait une crise de panique. J'ai dû aller aux urgences. Et je suis allée aux urgences, on m'a donné un truc, j'ai essayé de dormir comme je pouvais, et le jour d'après, je devais assurer à mon événement. Donc en fait, il y a la violence des choses. Et puis cette violence, elle vient pas seulement des personnes qui sont hyper racistes et qui entre guillemets vos ennemis politiques. Ils viennent aussi de ceux qui sont censés être vos alliés, notamment institutionnels, qui non seulement souvent sont
pas très concernés par la thématique en eux-mêmes, parce que nous, avec les discriminations raciales, on n'accède pas vraiment à ces postes, mais ils sont pas hyper concernés, donc pour eux c'est du job de bureau. C'est des dossiers à traiter. Il faut être content déjà qu'on vous consacre un projet. Il faut être hyper, il faut être dans la politesse et la gratitude. Il faut être dans une attitude professionnelle, etc. Et on va pas accepter notre colère. Donc ça aussi c'est une violence en tant que telle. Donc il y a ça, c'est la deuxième cause, c'est cette violence. Et la troisième cause, c'est le fait de devoir faire tout le reste, parce que militer, c'est bénévole, c'est bien, mais il faut avoir la même réactivité que quand on est un pro. Faut monter des projets avec des moyens beaucoup plus petits, et souvent même des fois aucun moyen. Et il faut, à côté de ça, réussir à taffer, payer ses factures, et suffisamment se faire remarquer pour que ce que vous faites fasse une différence, mais pas trop pour que si vous postulez un job dans quelques temps, vous soyez pas persona non grata. Donc en fait voilà, ça c'est un peu les trois causes, et puis en fait il faut vraiment agir sur ces trois choses. Et je m'arrête là parce que je parle trop. Non, tu parles tant qu'il faut. Vanessa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Enfin, n'hésite pas. En fait, le fait tout le temps, je sais pas si c'est un réflexe parfois féminin, ou si c'est quelque chose qui arrive peut-être aussi dans le monde du militantisme, de tout le temps relativiser les choses. C'est-à-dire que trouver en fait une façon de comparer ce qu'on vit avec ce qui se passe ailleurs. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut finalement finir par être relativement lourd aussi à porter. Donc par exemple, comment est-ce qu'on trouve de l'énergie en fait, ou comment est-ce qu'on met en avant certaines choses qui nous arrivent par exemple dans une ville comme celle-ci, alors qu'il y a un génocide en fait qui est en train de se passer en Palestine. Enfin, comment est-ce qu'on peut placer en fait nos ressentis en fait par rapport à ce qui se passe partout dans le monde. Et je crois que finalement il faut essayer d'avoir de la place pour tout ça en fait, et de se dire bon ok, ce que je vis à ma petite échelle en fait est aussi sérieux, peut être sérieux quoi, mais ça veut pas dire en fait que j'ai pas de la place pour penser à ce qui se passe ailleurs. Je dis tout ça parce que bon, je vais essayer de relativiser. Ben moi je suis plutôt une jeune militante entre guillemets, donc c'est à dire que comme disait Inès, je pense que on peut peut-être commencer son activité, ou peut-être on a une posture militante pendant longtemps sans forcément intégrer un collectif ou sans forcément faire une action concrète, etc. Mais enfin, si je pars en fait du moment où j'ai intégré un collectif antiraciste, c'était il y a 7 ans à peu près, c'est presque rien. Donc je sais que dans le sens, il y a des personnes qui, comme tu disais, commencent très très jeunes. On a eu l'occasion la semaine passée en fait d'assister à une conférence où il y avait Angela Davis qui a 80 ans il me semble, et puis elle était en prison pour sa lutte avant que l'idée de mon être soit conçue. Donc je crois que j'ai toujours encore de choses à découvrir, plein de trucs, plein de choses à apprendre. Mais déjà, je suis fatiguée. Et non, mais c'est ça au final en fait, ça revient à ça. C'est que porter tout le temps plein d'idées dans la tête, cette envie en fait d'être un citoyen engagé à plusieurs niveaux, en tant que femme, en tant que personne noire, en tant que personne qui veut qu'il y ait c'est un peu un terme je veux pas aplatir le thème, mais qui veut qu'il y ait de la paix dans ce monde, qui veut qu'il y ait pas de discrimination, c'est vraiment, et on finit par beaucoup cogiter, et c'est ça qui est usant, entre autres. Et je pense que pour revenir sur quelque chose que tu disais, comment est-ce moi je pense à mon niveau, et puis
ce qui m'intéresse en ce moment, c'est vraiment de pouvoir trouver des stratégies qui plutôt à petite échelle. Pas forcément personnel, je suis pas en train de dire que je suis là que pour moi. Et d'ailleurs, c'est pas du tout la raison pour laquelle je suis dans un collectif. Enfin, nous, on essaye de faire bouger les choses pour les personnes qui nous ressemblent. Enfin, voilà. Mais de dire, éduquer quelqu'un qui a découvert en 2020 que, voilà, il y a du racisme dans ce monde, il y a des personnes qui meurent à cause de la couleur de peau, des personnes qui sont visées parce qu'ils sont noirs. J'ai pas le temps, en fait, vraiment pour ce genre d'éducation et pour ce genre de travail. Là où je peux me sentir utile, c'est vraiment auprès des personnes qui me ressemblent, enfin, qui cherchent avec moi à se construire, en fait, dans les mêmes circonstances, et puis essayer d'agir à ce niveau-là, parce que je pense que déjà, quand on a cette posture militante, c'est très rare, en fait, qu'on arrive à juste se limiter à une chose. Enfin, vraiment, on est en train de penser à tout ce qui se passe. Mais en termes de comment avancer, je crois que j'essaie de voir un peu la sphère une sphère beaucoup plus petite, et des personnes, parce que éduquer d'autres personnes, entendre un peu des cris d'étonnement, en fait, lorsqu'on révèle, lorsqu'on démonte lorsqu'on parle des cas, par exemple, qui arrivent en Suisse de violences policières contre les personnes racisées, et que les gens sont choqués en 2024. Là, j'ai vraiment plus l'énergie pour ce genre de choses. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent vous avez dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes. L'une des choses qui me paraît quand même essentielle, et je pense que c'est important d'avoir cette table ronde, c'est que, en général, cette question du coût mental que tu as très bien expliqué, je trouve que cette théorie politique que tu démontres, justement, de comment se découpe le coût mental, extrêmement intéressante. Elle nous permet aussi je pense, de rationaliser les choses. Et rationaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que quand on est dans des collectifs ou quand on est inscrit dans des mouvements d'émancipation, parce que c'est quand même le cas, de lutte contre des discriminations, mais moi j'aime bien dire aussi qu'on veut créer d'autres mondes, donc voilà. Il y a aussi cette volonté, il y a cette volonté aussi morale, et je trouve que le mot moral parfois il est mal vu, mais cette volonté de vouloir faire bien. Et donc quand on a des militants et militantes qui se retrouvent épuisés, je pense qu'il y a aussi une énorme culpabilité que vivent beaucoup de personnes qui ont vécu, qui sont militants et qui sont aussi concernés, parce que il y a aussi cette volonté de se dire, déjà on veut voir changer le monde, alors que je suis désolée, je vais peut-être terminer. C'est rare de voir le monde changer de notre vivant. Je pense que c'est important aussi de se le dire. On le voit d'ailleurs changer, mais de voir des énormes changements, c'est très rare. Et je pense que quand on est militant, on le sait un peu, mais on est quand même frustré de pas le voir changer. Et la deuxième chose, et c'est pour ça que je trouve que ça répond bien à ce que tu dis, parce que comme on est dans la culpabilisation, on se dit on n'est pas assez fort, on est épuisé, mais à titre individuel, on se rend pas compte, comme tu dis, qu'en fait il y a des raisons structurelles de l'épuisement, et donc du coup on peut aussi répondre à ces raisons structurelles en s'organisant d'une autre manière, c'est-à-dire en disant on sait très bien que les gens ils vont être épuisés au bout de 5 ans, on sait très bien qu'au bout de 7 ans la plupart des personnes noires voudront pas expliquer à une personne blanche ce que c'est le racisme et ce que c'est le colorisme et ce que c'est que l'appropriation culturelle et ce genre de choses. Donc peut-être qu'on peut diviser les tâches aussi, tu vois, de manière très un peu horrible ce que je vais dire, de manière fordienne, je déteste Ford, mais tu vois, de cette manière-là, de dire, mais ça c'est seulement possible quand on a des personnes comme vous qui expriment non seulement leur expérience, mais leur expertise sur ce sujet, et du coup ça sort aussi de nous, parce que c'est pas juste Vanessa et Inès qui sont épuisées, en fait, c'est Inès qui dit en fait voilà les choses sur lesquelles on doit travailler, sur la transmission de savoir, mais c'est horrible, mais comme dans une entreprise, c'est-à-dire en fait quand t'arrives dans une entreprise, il y a quelqu'un qui te forme, t'as un mentor en fait qui va te former, donc qui est mentor, on sait qui va partir dans 2 ans, on sait qui va être épuisé, donc comment on anticipe ça? Je trouve que vraiment, du coup on sort vraiment de la sphère individuelle qui est moi je suis fatiguée, et je pense que ça arrive à beaucoup de gens, je suis fatiguée, je vais aller faire une thérapie individuelle, donc, et même si c'est important parce que on fait partie d'un collectif, et donc si vous pouvez aller en thérapie chez des personnes, des psys racisés,
afroféministe, bon, c'est mieux. Voilà, mais c'est quand même des solutions qui sont individuelles, alors que ce que tu proposes, c'est quand même aussi une solution aussi politique à cet épuisement, parce que c'est politique cet épuisement. Il vient pas du fait d'être que nous on n'est pas assez forts, que les militants sont pas assez forts en fait, que les militantes sont pas assez bien. Oh là là, j'ai pas partagé ou je suis pas allé en manif, je suis horrible comme personne. Et je pense qu'il y a souvent ces discours, enfin j'imagine que beaucoup de gens sont, et encore plus en ce moment, je pense aussi, parce que on est face à l'horreur qui nous rend, et l'impuissance, puisque au-delà de l'horreur, c'est l'impuissance qui, je trouve, est très traumatisante. Voilà, voilà, je voulais répondre et je voulais dire ça, et comme ça, on va aussi sur la question de comment du coup on construit les outils de résilience face à cette question du burn-out, tout en sachant que y a plein de causes qui sont quand même structurelles et que on va essayer de construire comme on peut, on va essayer de se construire des baumes, mais bon, il y a les solutions, la situation structurelle, elle change pas, donc on va quand même avoir c'est la question du burn-out quoi, qui reste entre guillemets pas inévitable mais un peu quand même. C'est hyper, ça me parle vraiment beaucoup ce que tu dis. Moi, je pense que pour moi, avant, pour pouvoir mettre en place les outils, je pense que il faut aussi déconstruire sa propre prétention quand on est militant qu'on va sauver le monde. Parce qu'en fait, c'est ça qui est dur aussi quand t'es militant. Il faut y mettre l'énergie comme si tu allais sauver le monde toi-même, mais il faut avoir la réalisation, la conscience de savoir que tu vas pas le faire. Voilà, donc il faut avoir cette humilité du militant, et donc il faut enlever cette sensation que tout repose sur tes épaules, tout en ayant conscience que t'as ta part de responsabilité. Et que en fait, ta part de silence ou de parole, elle te revient quand même. C'est très contradictoire quand même. Ouais, mais c'est une position qui est particulière quand même. C'est-à-dire, qui est particulière. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir la conviction que chaque chose que tu fais est fondamentale, tout en sachant que en fait, c'est pas toi-même qui est fondamental, mais c'est le fait que collectivement chacun ait la conviction qu'il doit faire sa part pour que quelque chose change, tout en ayant conscience que ce que tu changes, comme tu dis, on va pas le voir de notre vivant. Je crois qu'il faut vraiment être militant pour ressentir ce paradoxe. Et donc, je pense que la première étape pour ne pas tomber de manière chronique dans ce burn-out, c'est déjà avoir conscience qu'on n'est pas irremplaçable en tant que militante ou militant. Des fois, on a l'impression que si on n'est pas à chaque manif, qu'on réagit pas sur chaque truc, etc., c'est une faute morale. Alors, ce qui est une faute morale, c'est d'être insensible à l'état du monde et, d'une certaine manière, d'être immobile face à l'état du monde. Mais il faut pas que ça se transforme en injonction, obligation pour chacun d'entre nous d'être sur le qui-vive à chaque seconde de notre vie. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus facile à sortir de cette hypervigilance si on est conscient que on n'est pas les seuls à devoir réagir. Voilà, donc en fait, c'est un peu c'est un peu une responsabilité collective qu'on a. Si moi, je suis pas co-organisatrice de telle manif, peut-être que je suis organisatrice de celle d'après, mais c'est pas grave parce qu'il y en aura ceux qui vont organiser celle du moment. Et donc, en fait, il faut créer les conditions dans son militantisme aussi de ne pas être irremplaçable. Et ça vaut à la fois à l'extérieur de son collectif, mais aussi à l'intérieur. Donc, par exemple, nous, au Foulard Violet, dès le début, c'était très important pour moi la question de la transmission interne, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes plus jeunes, et notamment celles qui portent le foulard, qui ont subi de telles énormes discriminations.
On leur a tellement appris qu'il faut surtout pas qu'elles soient visibles, qu'elles se montrent en colère, qu'elles parlent trop fort, que si elles sont agressives, ça va être négatif pour toute la communauté, etc. Que par exemple, prendre la parole en public. D'ailleurs, en public, là où il y a souvent les agressions verbales et physiques, pour beaucoup, c'était inimaginable. Et puis il y en a d'autres qui disaient, c'est pas que je veux pas parler, mais c'est que je sais pas comment faire. Je sais pas comment dire un discours, etc. Et donc, voilà. Et donc, bien après, donc on s'est dit avec celle, donc parmi les cofondatrices, celle qui savait le faire, on s'est dit c'est pas un problème parce que parler en public, parler à une table ronde, prendre la parole à une manif, etc. Ça c'est une compétence, ça s'apprend, ça se transmet. Et donc en fait, par exemple. Quand on a dès le début, on essaye de mutualiser des tâches pour comme écrire les discours, etc. On a donné une fois une formation interne sur la prise de parole en public. On a encouragé certaines à prendre parole. Par exemple, on disait voilà ce qu'on va faire, ce qu'on a mis plus ou moins comme système, c'est que celles qui étaient déjà rompues à la prise de parole en public, on allait sur les prises de parole qui étaient risquées et très exposées. C'est-à-dire, entre guillemets, celle où il y avait peut-être un peu plus à jouer de sa personne, et les occasions qui étaient plus tranquilles et moins exposées, on formait on disait à quelqu'un voilà comment tu vas faire, on passait 1 heure avant à lui dire voilà comment tu peux faire, si on te pose telle question tu fais comme ça, mais t'inquiète pas, tu peux demander à une relecture si c'est un article, si tu peux demander de réécouter tel ou tel passage, etc. Donc par exemple on a les plus jeunes, on les a encouragés à aller par exemple sur les épisodes de podcasts féministes ou des trucs comme ça, à aller sur des fois les petites vidéos courtes du genre les vidéos Tataki, des fois il y a eu des formats comme ça et tout, et du coup en fait entre guillemets les contextes moins stressants, ça leur a permis de faire leurs armes, et je pense que peut-être quelques années après nous, c'est elles qui vont être, elles ont plus besoin que nous qu'on soit derrière quoi. Et donc ça c'est une forme de transmission, c'est la transmission de compétences. Et aussi pour ça, il faut aussi accepter comment dire, donc accepter qu'on n'est pas irremplaçable. J'ai perdu le fil de ce Justement, mes réflexions sont parties dans tous les sens, donc je voulais plutôt te demander de me répéter la question. Ouais. En fait, ma question c'était vraiment sur comment dans notre réflexion on remarque que en fait cette question du burn-out militant c'est une question du coup structurelle et politique, donc qui dépasse en fait les individus, et de se dire ça aussi, enfin en tout cas ce que je souhaite c'est que ça nous permette de comprendre que c'est pas parce si on est en burn-out, c'est pas du fait de notre fragilité ou notre peur individuelle ou de notre comment dirais-je parce que je pense que beaucoup de militants et militantes, et notamment des personnes racisées, la question de la culpabilisation de vouloir sauver le monde, c'est quelque chose qui est très fort, je crois, chez beaucoup d'entre nous. Et donc du coup, la réponse d'Inès, c'était justement de dire, il faut arriver à travailler cette contradiction pour moi, qui est un paradoxe, c'est-à-dire à la fois de se dire il faut absolument je répète ce qu'Inès a dit concrètement, mais parce que j'ai pas envie de me dire que voilà, mais c'est pour dire que comme je disais, il faut à la fois se dire que nos actions ont des impacts et donc on veut s'y donner à 100%, et en même temps avoir l'humilité de se dire que en fait c'est pas qu'elles ont pas tant d'impact, c'est que nous en termes de personnes on souhaite et on espère que quelqu'un nous remplace. Et je pense aussi, et ça peut-être, je sais pas si on a du temps, ça va. Donc ce sera aussi la question de l'ego. Je pense qu'il y a une question aussi de l'ego qu'il faut adresser en bienveillance, mais je pense qu'il est quand même très présent la question de l'ego, et c'est pas mal, mais bon, voilà, on en parlera tout à l'heure. Et donc voilà, c'est comme ça qu'Inès répondait en disant voilà, il faut à la fois se dire qu'il faut tout donner et en même temps dire en fait non.
c'est pas que nous en fait, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire et pas juste le dire. Parce que Inès, c'est ce dont elle témoigne, c'est organiser en fait l'activité militante en se disant il n'y a pas que nous et on va faire en sorte qu'il n'y a pas que nous, qu'il n'y ait pas que nous. Et comment du coup peut-être à Afro Suisse ça se passe? Comment est-ce qu'il y a justement cette question de la transmission interne? Est-ce que vous faites aussi des formations? Enfin, comment c'est géré cette question aussi qui, encore une fois, ce sera ma prochaine question. Comment on gère aussi cette contradiction aussi? Je pense la question de la transmission de savoir, de compétences, c'est hyper important. Il y a aussi, et ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup ces temps-ci au sein du collectif, c'est aussi la production en fait de documents ou et je pense souvent en fait cette envie de participer à plein de trucs, être présente, c'est justement en fait pour qu'il y ait des traces de ce qui est fait. Et puis d'un côté, j'espère que dans les années à suivre, en fait, si les personnes sont à la recherche de ressources en fait sur les luttes antiracistes en Suisse, il y aura du matériel, quoi. Et je crois que nous, on est loin d'être le premier collectif qui lutte contre le racisme anti-noir en Suisse. Mais puis d'autre part, je pense qu'on est les derniers. Qu'on fasse partie. J'espère qu'on fera partie des derniers, parce qu'en vrai, dire que, on veut être remplacé, ou imaginer qu'on sera remplacé, c'est accepter ou admettre en fait que ce problème perdurera en fait, et c'est ça qui est très dur, je pense, à avaler. Et nous, je pense que ce qu'on fait, encore une fois, on essaie de rester, de voir les choses, en tout cas pour ma part à petite échelle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait si par exemple une personne a été s'est sentie valorisée ou a trouvé en fait des outils en fait que l'on a produits et ça l'a aidé en fait dans une démarche quelconque. Moi, je serais hyper contente. Et je pense que après, oui, encore une fois, je veux pas que un collectif comme celui-ci soit remplacé. Mais mais étant consciente de l'évolution des choses, il se peut que il y a une génération de personnes qui aura envie de faire ça. Et où est-ce qu'on pourrait mettre en avant, ce qu'on pourrait laisser en fait à ces personnes-là, des outils. Comment est-ce que au sein du collectif, c'était quoi? Du coup, comment est-ce qu'on s'occupe de la transmission d'outils ou de... Après, je pense que t'as répondu à part si tu veux évidemment rajouter. Je pense t'as déjà bien répondu et j'ai envie de répondre sur cette question de dire on espère être les derniers. Nous tous. Ouais. On espère être les derniers. Après, je me dis, bon, l'esclavage, ça a mis 400 ans. Esclavage plus colonisation, ça a mis 400 ans. Donc, c'est extrêmement long, mais ça, c'est fini. C'est extrêmement long, c'est-à-dire que les premières personnes qui se sont révoltées, les premières personnes qui se sont organisées, elles n'ont pas vu la fin. Et je crois que c'est... et peut-être quelqu'un me corrigera dans la pièce, ou voilà, je crois qu'il y a aussi des écrivains afro-américains, afro-pessimistes qui ont étudié justement la question de comment on se mobilise quand on sait qu'on va sûrement mourir avec le racisme. Comment on fait pour se mobiliser quand il n'y a pas forcément cet espoir-là et cette... moi, je suis plus team espoir, mais... c'est pas... Je suis plus team delusional. Voilà. Mais parce que c'est important, hein, parce que je pense que pour rêver, c'est... et c'est un devoir parce que les esclaves ils rêvaient de liberté et je pense est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus magnifique qu'un esclave qui rêve de liberté, alors qu'on lui a dit toute sa vie qu'il était esclave. Est-ce que c'est pas miraculeux? Mais bon, il y a aussi des auteurs et ça nous aide aussi de nous dire comment on fait pour se mobiliser quand il n'y a pas d'espoir, en tout cas pas pour nous. Bell Hooks parle aussi de ça aussi. Elle dit je peux pas la citer, mais je crois que c'est je sais plus si dans Killing Rage, Ending Racism, la rage assassine, où elle parle de ça aussi. Comment on fait quand on est désespéré, mais qu'il faut se mobiliser. Donc voilà. Bon, moi la question que je voulais aussi aborder, c'était la question aussi du soin
puisqu'on est, comme on disait tout à l'heure, je l'ai brièvement abordé sur la question de la thérapie individuelle, on est traumatisé. Enfin, pour beaucoup de personnes qui sont racisées, qui vivent, ou pas que racisées d'ailleurs, les personnes qui vivent des oppressions, on va dire de manière très générale, mais bon là on parle de lutte contre le racisme, il y a beaucoup de traumas, des traumas qui sont parfois aussi accentués par le militantisme, parce que du coup là tu vas te confronter aussi, déjà t'es éveillé, donc déjà t'as conscience aussi de tes traumas, donc ça les rend quand même un peu plus clairs. Et puis il y a aussi la question de comment comme on disait tout à l'heure, on est confronté à la violence du monde, on essaie de la combattre donc activement, donc on n'est pas dans la distraction, et donc ça je pense pour beaucoup d'entre nous, peut-être pas tout le monde, ça érafle. Comment on fait pour réfléchir à et c'est des tentatives, des moyens de soins? Parce que, pourquoi je pose cette question? Parce que je pense qu'on va revenir sur la question de l'ego. Dans les collectifs aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont donc éraflées, qui arrivent, qui sont éraflées par la vie dehors et qui sont ensuite éraflées par le militantisme, enfin, par les conflits, je dirais plutôt. Et donc, on se retrouve parfois avec des personnes éraflées qui n'ont pas des capacités de guérison, qui n'ont pas des accès à des capacités de guérison, pardon, j'écris. Et donc, du coup, ça peut créer aussi des tensions, en clair. Et aussi, ça peut créer, et on peut tous en être victimes d'ailleurs, justement de se dire, là, peut-être que si je brille à cet endroit-là, ça va me guérir, alors que ça guérit pas de briller, l'exposition, ça guérit pas. Mais alors, comment on fait pour réfléchir collectivement à cette question de la guérison, au-delà de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire allez voir une psy afroféministe. Allez-y. Alors déjà, c'est hyper important d'aller voir une psy afroféministe. D'ailleurs, demain après-midi, il y aura une table ronde super intéressante sur le sujet. Donc, je t'ai vu, je fais un peu la promo aussi. C'est... je pense que toi, ça doit vraiment beaucoup te parler, de par le fait que tu es écrivaine et poétesse. La joie, la beauté, l'amour, ce sont des choses en fait qui ne doivent pas et qui ne devraient pas être mises de côté quand on est militante ou un militant antiraciste, parce que c'est pas parce que le monde et le racisme sont des choses horribles et moches qu'on doit se laisser tenter par ça et accepter que toute notre vie ne soit que ça. Et la manière dont l'une des manières que moi je vois pour insulfer cette énergie positive à l'intérieur de nos collectifs, c'est de ne pas être uniquement dans des projets politiques de réaction directe. Donc par exemple, si je prends malheureusement les choses affreuses telles que les violences policières, ou les discriminations racistes, ou les interdictions du voile, ou les votations qui discriminent de plus en plus nos communautés. Et là, on a des actions politiques des fois qui sont en réaction, qui sont directes, qui sont de l'ordre des manifs, des campagnes de votation, d'écriture de tracts, d'écriture de discours, etc. Et ça, c'est hyper important de le faire, mais c'est vrai que ça porte déjà une charge très lourde en soi. Et je pense qu'il est important aussi, en tant que collectif, d'avoir des projets qui soient créateurs, réparateurs, et qui créent aussi du lien social à l'intérieur et à l'extérieur. Donc dans mes deux collectifs, on a eu la chance de connaître ça. Par exemple, avec le collectif Fête des Vagues, on a eu la chance de mettre sur pied une pièce de théâtre qui s'appelait Moi Tituba, qui était une adaptation pour le théâtre du roman de Maryse Condé, Moi Tituba, sorcière noire de Salem. Et en fait, il y avait le processus d'écriture, monter la pièce, il y avait tout un tas de choses. Enfin, c'était créateur aussi d'une vision
d'une vision qui donc ça c'est un projet sur le long terme aussi. C'est pas genre il arrive un truc aujourd'hui, donc d'ici demain il faut avoir absolument produit un texte, etc. C'est quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose aussi où chacune d'entre nous, membres du collectif, on a pu sortir le meilleur d'entre nous, ce qu'on avait envie d'exprimer, etc. Et donc ça c'est aussi très réparateur. Avec le collectif des foulards violets, on a monté une exposition photo qui d'ailleurs est visible actuellement à l'université de Lausanne, qui s'appelle Invisible sur visible, qui était en fait une exposition collective où un certain nombre de femmes musulmanes ont pris l'appareil photo pour pouvoir thématiser ce que c'est que d'être une femme musulmane en Suisse, et notamment par rapport à la question de l'espace public. Moi, j'ai une contribution dans cette expo, mais on est de nombreuses en fait. Il y a 8 artistes à la base qui avaient fait la démarche, et donc le fait de monter cette expo, et c'était aussi hyper important parce qu'on s'est aussi esthétisé nous-mêmes. On a créé des images de nous-mêmes. Premièrement à la première personne, c'est-à-dire au lieu d'être photographié et vu par un regard blanc, là pour une fois on se voyait nous-mêmes, on se mettait nous-mêmes en scène et on s'esthétisait aussi nous-mêmes, et cette création de beauté ou cette création de récit à travers l'image, c'était aussi hyper important, et ça fait partie des projets que je pense, en fait, il est important quand on est un collectif d'être sur plusieurs registres, parce que je pense que personne n'est fait pour être tout le temps dans la colère immédiate. Par contre, je pense qu'on a tous des points forts à valoriser dans ces projets au long terme. Et ça, je pense que c'est important. Alors, je crois que je vais plomber l'ambiance là. Mais vas-y. En fait, quand on est dans une lutte antiraciste, en gros, on est en train de lutter contre un système ou contre plusieurs systèmes en fait qui discriminent tout notre être. Enfin, un système qui va discriminer. Je peux pas dire oui. Enfin, j'ai vécu une discrimination due au fait que je suis noire, mais en fait ça remettait pas en cause mon genre en fait. Tout est lié. Et donc du coup c'est lutter pour une reconnaissance des droits humains, enfin de toute une identité presque qui est très diverse, bien entendu, mais en fait c'est pour moi j'ai de la peine, enfin j'ai du mal à trouver quelque chose de joyeux là-dedans. Enfin pour moi fondamentalement une lutte antiraciste est très malheureux. Enfin, très malheureuse. Enfin, voilà. Donc, mais je pense que et pour rajouter, enfin, encore un autre constat, je pense que parfois quand on est et ça c'est une réponse très perso. Je pense que c'est aussi peut-être révélatrice de mon état d'esprit d'aujourd'hui, mais penser à imaginer des espaces de soins, de care. Enfin, par exemple, penser à trouver un psy. Enfin, et ça, c'est quelque chose qui se passera en dehors du collectif. Pour moi, c'est comme du travail. Enfin, c'est vraiment beaucoup. Et en ce moment, en fait, je vois ça comme ça. Mais je pense que, enfin, il y a des solutions en fait qui peuvent être trouvées au sein d'un collectif. Et pour revenir sur le question de l'ego, je pense que, en fait, moi, et je pense que mes co-militantes partagent cette posture, on ne cherche pas à être des stars, en fait, de cette lutte. Enfin, moi, je veux pas être la star de la lutte antiraciste à Genève. Enfin, je pense que l'idée, c'est vraiment, en fait, moi, en tout cas, ce qui m'aide beaucoup au sein du CAS, c'est le fait de me sentir bien entourée et de me dire, en fait, on peut agir ensemble. Pour changer les choses. Par exemple, tu as vu dans l'intro en fait le descriptif du collectif que j'ai proposé. Enfin, pour moi, c'est moins important de mettre en avant mon nom, mon prénom. C'est plutôt intéressant de dire, ok, le CAS fait X ou Y. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui nous protège quelque part, de se dire, comme on disait tout à l'heure, enfin, être des personnes qui sont
concernés, qui sont à la fois invisibilisés et parfois hyper visibles, ça peut avoir des conséquences sur la vie professionnelle, sur plein de trucs. Et c'est si on arrive à mettre des choses en avant au nom d'un collectif, c'est quelque chose qui protège aussi. Trouver un peu des activités ou des choses qui nous soulagent un peu. Je crois ça peut se trouver au sein d'un collectif. Et puis c'est aussi au niveau de la bienveillance et de vraiment de communiquer ouvertement, essayer vraiment de rester bienveillant, c'est hyper important. Je l'ai répété à plusieurs reprises déjà, mais je trouve que c'est quelque chose qui, moi en tout cas, m'apporte beaucoup. Et de dire que voilà, on a des choses à apprendre les unes des autres, on a beaucoup, mais on partage les mêmes valeurs. Et je pense que ça peut être quelque chose qui là-dedans, il y a quelque chose d'assez fort. Et ça peut finir par être joyeux à la fin. Donc je pense que je suis pas en train de dire que c'est de la crise permanente. Loin de ça en fait. Je pense que avec le temps, on a vraiment pu trouver des stratégies pour bien avancer les choses. C'est dur. Il y a une de mes committantes qui disait l'autre jour en fait que c'est comme 2 emplois. Par exemple, on travaille jusqu'à 17h. Le soir, on a réunion parce qu'on doit préparer quelque chose ou qu'on n'arrive pas à nous proposer des réunions en fait. On ne peut pas forcément assister aux réunions avec d'autres institutions, etc. pendant les heures de travail, ça doit se faire après. Il faut un peu rester un peu dans cet état d'esprit, un peu réactif peut-être, ou je sais pas comment dire. Mais tant qu'on s'autorise aussi l'espace pour dire qu'aujourd'hui j'ai trop. Et voilà, je suis en train de reprendre ce qui a déjà été dit, mais si on n'a pas été à une manif, ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas la cause. Peut-être que on avait un certain besoin de prendre soin de soi, et la prochaine fois on y sera. Et je crois que c'est quelque chose, vraiment être ok avec le fait qu'on peut pas être partout, et puis nous on fait les choses comme on peut, et puis à notre sauce quoi, à notre petite échelle. Je crois que c'est quelque chose qui peut aider en fait à garder cette énergie pour continuer à mener cette lutte, parce que sinon je pense que ça peut vite s'effondrer. Comme je disais, il y a des cycles de collectifs de 2, 3, 5, 6, 7 ans en fait, et je pense que le cas c'est maintenant dans son 15e année, donc c'est très fort quand même. Voilà. Je peux juste rajouter un truc sur l'ego. C'est hyper important cet enjeu de l'ego, parce que on a toutes et tous connu des militants ou militantes antiracistes ou d'autres causes qui se sont crus à un moment habilités à prendre la place de tout le monde, à parler pour tout le monde, à se penser irremplaçable, et qui après ont développé des dynamiques toxiques autour d'eux. Et puis c'est un peu, pour moi, c'est un peu les horror stories du militantisme, les figures auxquelles on n'a pas envie de ressembler et tout. Donc en fait, la question de l'ego, faut se la poser quand même. Et puis en fait, l'ego, il faut quand même, en fait, il faut pas. Enfin, il faut être un peu, tu vois, un peu ce truc du stoïcisme, il faut un peu tuer l'ego, tout en ne dévalorisant pas ce qu'on est, en disant pas qu'on est rien du tout, en fait. Mais pour revenir à l'ego, je pense qu'il faut un peu avoir cette posture, il faut avoir une sorte d'autocritique ou de réflexion, de se dire, mon ego ne doit pas, ce que je fais pour la lutte ne doit pas nourrir mon ego de telle sorte à ce que si demain je fais une pause ou pour une raison ou pour une autre je ne le fais pas, en fait je suis en chute libre par rapport à ma propre estime de moi. Et souvent en fait les gens qui développent des égos démesurés, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils n'arrivent pas à lâcher prise, et ils n'arrivent pas à partager avec les autres, et ils n'arrivent pas à transmettre, ils n'arrivent pas, parce qu'il faut une générosité quand même quand t'es militante ou militant. Il faut avoir une générosité par rapport aux autres militants qui sont avec toi, une générosité, une compassion, une compréhension, une sympathie et une empathie. Tout ça, tu peux pas l'avoir si toi, en fait, t'es accroché dessus, parce que si t'as pas ça, t'as rien, et que ta propre estime de toi, elle dépend de ça.
Et en fait, par contre, en fait, c'est ce qu'il faut plutôt aller vers un état d'esprit où c'est quelque chose est important pour toi, sans que tu l'attaches de force à toi. Et donc il faut, je pense qu'il faut, par exemple, essayer de tuer le réflexe de quand tu écris un texte, ben que c'est pas toi qui as écrit le texte, mais c'est le collectif qui a écrit un texte. Quand tu représentes le collectif à un événement, tu essaies de penser à la parole du collectif avant ta parole. C'est ce qui veut pas dire qu'à l'interne il faut étouffer les désaccords, etc. Pas du tout. Mais en fait, et que quand les gens se déplacent ou qui veulent collaborer avec toi, c'est pas avec toi la personne qui collabore, c'est avec le collectif et ce qui crée. Et il faut avoir toujours ça à l'esprit, tout en ayant quand même de l'amour de soi, parce que l'amour de soi quand même nous permet de ne pas tomber dans des comment dire, c'est ce qui fait que aussi on dépasse pas nos propres boundaries, et notamment qu'on laisse pas les institutions écraser nos propres limites, et donc il faut un peu tenir cet équilibre. Mais voilà, ce truc de pas faire de la lutte un élément important pour ton propre ego, tout en ayant suffisamment d'amour de soi pour pas laisser n'importe quoi se faire en ton nom. Mais justement, et après il est 20h, donc on va pouvoir passer aux questions, parce qu'on a jusqu'à 20h30, c'est ça? 20h15, bon. Ok. Je pense que justement, ce que vous dites, c'est super intéressant, parce que cette question de l'ego, comment dirais-je, de mon point de vue, cette question des personnes, et après tout, moi aussi, j'en fais partie, puisqu'on connaît mon nom, c'est un truc qui est aussi vu comme les personnes, elles sont mauvaises. C'est-à-dire, les personnes, elles ont cédé aux tentations de la reconnaissance individuelle. Or, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est arrivé tellement de fois, dans tellement de mouvements politiques, antiracistes ou non, féministes ou non, d'émancipation, que de mon point de vue, c'est une question du coup structurelle. C'est pas juste une question de une personne qui s'est laissée encore une fois qui s'est laissée tenter par cette envie ou ce besoin, comme tu dis, cet attachement à son propre ego. Et dans la mesure où, comme on disait tout à l'heure, quand on rentre en militance, on est assez jeune, ce que tu décris, Inès, de mon point de vue, ça demande un recul extrême. En tout cas, quand tu veux le faire de manière individuelle, c'est-à-dire te dire, il faut à la fois que j'ai un amour de moi suffisamment fort pour me dire, en fait, j'ai droit à plus que ce que le monde m'offre en tant que personne racisée, mais en même temps, l'endroit où j'ai appris ça, c'est-à-dire la lutte, ne doit pas être un endroit qui est constitutif de mon identité. Tu vois, et surtout que souvent, pour beaucoup de gens, ce sont aussi des endroits où on a appris des compétences, où c'est peut-être le premier endroit où on t'a dit « Ah, mais dis donc, en fait, tu sais faire ça. Mais dis donc, en fait, ta colère, elle est légitime. Tes sentiments sont légitimes. Ah, en fait, ça se trouve, t'as du talent. » Pour beaucoup de personnes, ce sont ces endroits-là qui sont c'est les premières fois où ils se sentent, entre guillemets, validés. Donc, ce que je veux dire, c'est que pourquoi je dis tout ça? C'est pas pour dire il faut qu'il y ait des tyrans et des stars partout parce qu'il faut tuer l'idole. Je comprends, et c'est tout à fait vrai. Je pense juste que cette mise à mort de l'idole, c'est horrible. Cet ego qu'il faut contenir, de mon point de vue, j'ai du mal à voir comment ça peut se faire de manière individuelle. Parce que je pense que ça demande un détachement tel. Par exemple, Vanessa, quand tu nous parles du fait que je suis un collectif, c'est comme si tout le monde se regarde, donc tout le monde essaye de se... Bon, il y a des gens qui n'ont pas cette appétence de toute façon, mais disons que c'est la communauté qui entre guillemets, la communauté contrôle, quoi, maîtrise. Mais justement, pour que la communauté maîtrise, je pense qu'il faut avoir des garde-fous. Et ces garde-fous peuvent pas être individuels de mon point de vue. On peut pas dire aux gens, ok, vous devez en même temps avoir de l'amour de vous, mais en même temps, vous devez avoir le recul nécessaire, surtout quand tu commences, t'as 23, 24, 25 ans, t'as le recul nécessaire pour quand on vient te voir et que
tu sentes un monde qui est quand même un monde super individualiste, qui crée des stars, qui crée beaucoup des stars, il faut que tu résistes. Il y a des gens qui vont résister parce qu'ils ont cette, de mon point de vue, force spirituelle, ou parfois autre chose, qui n'aiment pas la lumière, par exemple, pour plein de raisons. Mais d'autres, non. Et du coup, comment on fait pour gérer ça? Bon, là, on n'est pas sur la question du coût mental, mais je pense que ça joue cette question de l'ego. Parce que ça joue beaucoup aussi sur cette question du coût mental de la militance et comment on arrive à se soigner, quoi. Comment on arrive à se soigner? Comment la lutte parce que la lutte nous soigne, mais en même temps, bon, bah, c'est les effets pervers de la lutte, là. Tu vois? Moi, j'ai l'impression quand même, enfin, ça, c'est comme, enfin, c'est drôle, hein, mais parce que j'ai un enfant de 1 an et demi, donc je vois beaucoup de choses à travers l'exemple de l'enfant. Mais tu sais, on dit toujours par rapport aux enfants qu'ils apprennent pas parce que tu leur dis non fais ci ou non ne fais pas ça ou fais ça, mais ils apprennent par l'exemple de ce que toi tu es. En fait, et c'est ça un peu, je pense, peut-être l'empreinte systémique, c'est aussi qui est peut-être suffisamment d'exemples dans le monde militant de personnes qui ont cette posture, bah ça va transmettre, c'est une transmission et peut-être même, je dirais même une tradition militante qui peut favoriser parce que le star system, tu le fais pas tout seul. Le star system, c'est tout un système qui le fait, et notamment quand on calque les logiques capitalistes au monde militant, ça peut beaucoup les accentuer. Donc notamment, par exemple, je trouve qu'une des manières dont le star system va mettre son empreinte dans le monde militant, c'est que, par exemple, quand il y a des événements qui sont organisés, quand on essaye d'inviter des superstars qui vont venir d'ailleurs, mais qu'on va négliger les personnes qui font the real work sur place. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que la personne qui est invitée a été plus intéressée par le nom et l'appel et la couverture médiatique que ça va apporter d'amener ce nom qui est tellement connu. Mais en fait, ce nom tellement connu, lui-même est intéressé par dialoguer avec aussi les personnes locales militantes et ça apporte aussi énormément de faire entrer entre guillemets ces grands noms avec peut-être des noms moins connus, mais et en fait c'est une manière aussi de pas faire du star system, de pas se dire voilà, en fait il y a des noms d'affiches et donc en fait si nous en tant que groupe militant aussi on accepte d'entrer dans ce truc de star system et qu'on est plusieurs à le faire, ben c'est vrai qu'on va le reproduire. Mais si on dénonce ces logiques de reproduction capitaliste, aussi par exemple les concurrences entre militantes, genre par exemple franchement des horror stories que vous entendez de militants qui refusent d'être invités à tel événement si tel autre il est présent parce qu'en fait il veut être la seule grand nom d'affiche. Dans la même lutte? Ouais. Ouais, alors je donnerai pas de nom, mais voilà des trucs comme ça dont on entend parler voilà ou alors après il y a aussi enfin bref c'est le truc d'accepter que son nom soit coopté pour X ou Y entreprise pas très propre, mais parce que ça fait de l'exposition, des choses un peu comme ça et tout. Mais voilà, donc en fait, il faut aussi avoir une tradition collective, et puis ça, je pense, ça peut faire des garde-fous, un peu. Je sais plus. C'était il y a quelques mois. J'ai discuté avec quelqu'un par rapport à Greta Thunberg. C'est la militante. Je crois qu'elle est danoise, suédoise, militante pour le climat, pour l'environnement. Et puis c'était dans le cadre d'un truc qu'elle avait fait. Je crois que soit elle était sur un plateau, elle avait fait un truc un peu du style dans le star system. Et ça m'avait interpellée parce que je pense qu'à la base c'est quelqu'un qui était connu en fait parce que vraiment elle était dans des actions de rue et puis elle a une façon de parler qui est très cash et tout, et puis je pense que c'est normal qu'il y ait de la reconnaissance autour de ça. Mais en fait cette personne m'avait fait une remarque qui m'avait bien frappée, c'est que en fait essayer de faire d'elle
une star, c'était une façon de la mettre sous silence, en fait. Du moment où une personne est prise, en fait, par le côté, entre guillemets, rentable d'une certaine lutte, je pense que la starification et beaucoup de luttes, en fait, pour l'égalité sont pas compatibles. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, je pense que si quelqu'un qui cherche à être une star dans une lutte comme par exemple la nôtre, une lutte antiraciste, cette obligation quelque part en fait pour les autres personnes de soigner cet ego en fait, ça prend beaucoup trop de place et c'est une distraction, je pense. Il y a des personnes qui sont reconnues pour leurs gestes, leurs actions, leur façon de penser, pour justement refaire le lien avec la jeunesse. Et malheureusement, je vais citer un exemple qui vient pas de ce contexte-là, mais de Fred Hampton, qui était un jeune militant aux États-Unis, qui est mort à l'âge de 21 ans. Il était vachement connu et reconnu, mais parce qu'il venait avec des idées hyper radicales. Malheureusement, cette visibilité, il était tué à cause de ça, à cause de ses idées. Mais je crois que c'était une façon d'être reconnu sans forcément le chercher. Donc, je crois qu'il faut savoir faire la distinction entre ces deux choses. Donc, je pense que agir en collectif, c'est une façon de pallier contre ça. C'est pas une stratégie à 100% efficace, mais je crois que c'est quelque chose, en tout cas, j'adhère beaucoup. Après, s'il y a des personnes qui sont connues parce qu'ils mettent en avant des idées ou des théories qui sont super intéressantes, et après, quand ces personnes-là sont invitées dans des espaces où il faut éduquer, soigner, il faut que ce travail soit reconnu, en fait. Et parfois, on va pas se mentir, parfois, en fait, c'est une compensation, c'est avec des frais, quoi. C'est financier. Donc, je crois que c'est tout à fait OK parce qu'il y a du travail qui va dans ça. Et ça, comme quand on travaille dans nos boulots de lundi à vendredi, classique, si je peux dire ça comme ça, on est rémunéré. Donc, je pense qu'il faut juste faire attention à trouver la distinction entre ces deux choses. Et la reconnaissance n'est pas forcément une mauvaise chose, mais faut que toute personne soit claire en fait sur ses raisons pour être dans une telle lutte. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose on a encore 20 minutes. Donc je vous propose qu'on ouvre la discussion aux personnes qui sont dans le public. C'est un peu gênant de dire public, mais en tout cas, qu'on ouvre la discussion, point. Et donc, s'il y a peut-être une question ou une remarque... Ah, super. Trop bien. J'avais une alternative, mais c'est super. Merci. Eh bien, allez-y. Et puis, avant de faire ça, je tenais quand même à vous remercier pour ce très bel échange qui ouvre beaucoup de pistes. Et je me rends compte que 2 heures, c'est confortable, mais en fait, on pourrait faire 4 heures. Ouais. Voilà. Donc, il y a toujours plus à dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir nos participants? Merci. Bon, je vais déjà remercier Vanessa et Inès d'avoir pris le temps vendredi soir, après toute la semaine qui a été intense à différents niveaux, d'avoir pris le temps de partager ce moment pour nous. Donc déjà merci. Et j'avais une question, pas une question, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un angle mort, où j'ai l'impression que c'est un peu l'éléphant dans la pièce qu'on n'ose pas dire. Dans les espaces militants, dans les groupes militants, souvent, ça se finit dans la violence. Les départs de membres. Vanessa, à un moment, tu as mentionné la durée d'un groupe militant. Le cas, c'est exceptionnel. Moi, ma question, je ne sais pas si... J'ai pas envie d'ouvrir non plus une grande porte, mais juste cette idée de, en fait, est-ce que
vous avez pu réfléchir à pourquoi en fait les séparations dans les collectifs se font dans la violence en fait. Et on a tous ici écho ou été concernés, enfin voilà, par ces situations-là où en fait on a pu militer et puis être presque des membres de famille dans le but, parce que, alors oui, il y a des moments douloureux comme Vanessa disait, et que en fait on lutte sur des choses qui sont, c'est pas de la joie en fait. Moi je préférais aller faire de la pêche, j'en sais rien, faire des randonnées dans ma mer, puis aller voir mon voir m'emposer et puis être tranquille avec des gens que j'aime, quoi. Mais, enfin, je suis contente d'être là ce soir. Ah bon, tu nous aimes pas? Passer des moments où on va être dans un truc tellement fort, puis après on a aussi des espaces où on fait des espaces de soins. Alors après chaque collectif fait sa forme de soins, ça va être des repas, juste des discussions, on va partager nos expériences, etc. Et puis comment on fait pour arriver à un moment où en fait c'est la rupture mais totale. Et quand je dis totale, c'est un point où on ne peut même pas fréquenter les mêmes espaces. Parce que il y a eu un moment où ça allait trop loin, sans remettre en question les enjeux, mais enfin, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on peut être des co-militants X, vivre des choses très profondes, avoir les mêmes valeurs, avoir les mêmes revendications, et à un moment, en fait, plus du tout. Et en fait, moi j'ai eu des réflexions sur ça, parce que je suis aussi travailleuse sociale, et il y a eu moi, ma réflexion, c'est que j'ai l'impression, alors je ne connais pas le terme sociologique, mais je sais qu'il y a un terme qui existe pour dire que, en fait, quand on travaille sur des questions de violence, en fait, cette violence-là, on va la reproduire. Andromorphie, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros qu'en fait on devient ou on reproduit, enfin on est tellement... L'effet miroir. Non, c'est pas l'effet miroir, parce que l'effet miroir, ça renvoie à là, c'est comme si on devient ce qu'on... Enfin, pas qu'on devient, mais c'est qu'on est tellement dans de la violence qu'on va être nous cette violence-là. On se désensibilise à la violence, à un tel point qu'il y a des niveaux de violence qu'on accepte, peut-être, c'est ça? Ouais, qu'on accepte et qu'on intègre, en fait. Et jusqu'à un moment... Comme un brouillard, en fait, qui vient sur nous, quoi. Ouais, c'est qu'on devient ce qu'on... Enfin, pour le racisme, c'est pas... Je veux pas dire qu'on devient des personnes racistes et qu'on va... créer de la domination raciale, mais dans le sens où la violence, en fait. Oui. Cette notion de violence. C'est l'énergie qu'on a, on l'intègre, en fait. Et qu'est-ce qui... Enfin, parce que moi, nous, au sein du collectif, c'est vraiment des questions qui nous habitent, en fait, en tant que collectif. Et parce que c'est des choses qui arrivent dans différents collectifs. Et du coup, vu qu'on parle de soins, pour moi, le soin, c'est aussi comment on gère, en fait... Juste avant qu'il y ait une réponse, je voulais juste, je vais faire ma geek, parce que la voix peut-être n'a pas été captée par le micro, donc je voulais juste essayer de faire un résumé. Donc la question, j'essaie de résumer, c'est comment est-ce que les personnes qui vont mener une lutte ensemble, qui partagent en principe les mêmes valeurs, les mêmes idées, peuvent finir par reproduire une certaine violence au sein des collectifs, et comment est-ce que la dissolution, en fait, comment ça se fait que la dissolution de certains collectifs soit aussi violente, question d'ego et plein d'autres trucs. Je crois que si on avait la réponse, ce serait tellement pratique pour nous. Je pense qu'il y a quand même un truc autour du fait que tu disais tout à l'heure, la violence, après on intègre une partie et tout, mais en tout cas quand je regarde les disputes militantes, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de des questions d'ego qu'on a discuté tout à l'heure, donc qui prend la place dans un collectif ou pas, qui coopte la parole des autres, et aussi les questions de silenciation. Parce qu'il y a aussi tous ces trucs de alors par exemple il y a quelque chose de terrible une dispute ou quelque chose qui arrive dans un collectif, il faut surtout pas qu'à l'extérieur on en entende parler parce qu'après ça discrédite le collectif, et à l'intérieur il y a des gens qui prennent position et puis qui intiment du silence. Je trouve qu'il y a souvent ce truc là qui est hyper malsain, mais
Mais et en même temps, enfin, c'est comme si, je sais pas, c'est vrai que c'est très compliqué, mais je me dis, mais au final, c'est un peu comme si on est dans une famille dysfonctionnelle, tu vois, qu'en même temps, on a des liens familiaux, mais des impératifs qui sont plus de l'ordre du monde professionnel. C'est comme si tu devais travailler avec tous les membres de ta famille, tu vois. Tout le monde a... Quelle horreur. Voilà. Et c'est comme si en fait t'es sur deux registres différents, à la fois affectivement, mais aussi après en termes d'action. Et ça, je sais pas comment est-ce qu'on le dépasse. Franchement, je sais pas. Ce que je peux me dire, c'est que peut-être aussi à l'intérieur des collectifs, il manque des organes de gestion de conflits qui y ait une certaine neutralité et qui soient pas eux-mêmes empreints des dynamiques de pouvoir. Et ça, souvent on est des collectifs tellement petits que c'est trop dur à mettre en place. Et souvent, en fait, les injustices, elles ont tendance à s'accentuer en interne. Je sais pas, en fait. Je crois qu'on n'a pas encore vraiment de... Si on avait... Enfin, franchement, si quelqu'un a quelque chose pour ça, je serais hyper preneuse. Mais je crois qu'il y a un truc de l'ordre d'un organe interne de gestion de conflit. Puis ça, on a absolument... Comme dans les familles. T'as pas d'organe interne de gestion de conflit, et c'est ce qui fait que ça pète dans ta famille, et que si tu devais travailler avec eux, ce serait encore pire. Je crois que je vais juste continuer ce que dit Inès. Je pense que, en général, en fait, on intériorise beaucoup ces conflits. Et quand je dis on intériorise, c'est-à-dire quand on est victime, évidemment, ou quand on est acteur, quand je dis acteur, c'est-à-dire... il y a des choses qui se enfin, en fait, le problème, c'est qu'on arrive dans ces collectifs traumatisés, comme je disais tout à l'heure. Je pense que c'est important de comprendre ça, en fait. Qu'on arrive déjà avec nos propres histoires biographiques, nos propres manières de voir le monde, nos propres traumatismes qui sont liés, évidemment, aux questions des discriminations, mais aussi à d'autres questions, malheureusement, parce que souvent, en plus, on cumule. Et ça, il y a pas de diagnostic déjà qui est fait à l'entrée, et c'est normal d'ailleurs, parce que souvent les collectifs dont on parle, c'est quand même des collectifs qui sont informels. C'est pour ça que j'applaudissais tout à l'heure quand même Afro-Suisse de dire 15 ans d'un collectif antiraciste, mais même en France, c'est extrêmement rare. Bravo guys, bravo girls, bravo everyone, franchement. Et même dans des collectifs, et même des collectifs d'ailleurs pas antiracistes, hein, c'est extrêmement rare, bravo. Donc il faut aller voir ce qui se passe. On va tous aller faire pas des stages parce que c'est de l'oppression, mais on va tous aller voir ce qui se passe, comment vous faites pour tenir, parce que vraiment c'est impressionnant. Mais par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que je me souviens quand j'étais à Paris 8 et j'avais des amis qui étaient blancs, qui étaient super à gauche. Alors les blancs à gauche, méga à gauche, surtout de Paris 8, les conflits qu'ils ont dans leur section, je comprends rien. Mais vraiment, ils se battent pour tout et rien, et en plus ils prétendent que c'est pas juste, c'est que politique, que c'est pas personnel, mais eux aussi c'est pareil. Parce que je pense parfois on a tendance à se dire mais c'est nous. Non, c'est dans tous les collectifs, voilà. Les gens qui ont été dans des collectifs d'extrême gauche savent de quoi je parle. Moi, je pense que, bon, alors c'est peut-être quelque chose qui est totalement ésotérique et qui est flou. Je crois qu'on manque de rituels de purification et des rituels de guérison. Et quand je dis rituels, c'est-à-dire des choses qui sont instituées. D'accord ? Je dis rituels parce que souvent... Enfin bref, passons. Je vais pas faire un truc sur la spiritualité là tout de suite, mais des choses qui sont instituées de dire, en fait, on en a besoin. On a besoin parce qu'on est traumatisé. Et donc, peut-être qu'il faut faire intervenir, comme tu disais tout à l'heure, des personnes qui sont externes, mais qui sont spécialisées dans ces questions-là. Mais en général, ça n'arrive pas. En fait, il faudrait des médiateurs. Il faut des médiateurs, en fait. Il faut des thérapeutes pas de couple, mais des thérapeutes de groupe. Et c'est difficile parce qu'on parle quand même de mouvements qui sont petits, qui tout le monde fait comme il peut, tout le monde n'a pas que ça à faire, et les gens sont pas trop formés là-dessus. Voilà, il faut des guérisseurs, quoi. En fait, il faut des guérisseurs, guérisseuses. Et parce que ce que tu décris, c'est permanent, c'est dans tous les collectifs, en fait, c'est dans tous les groupes, en fait, finalement. Et ça, le problème, c'est qu'en fait, on se rend compte souvent de ça quand le truc a explosé. Voilà.
C'est ça, hein, ça a explosé. Bon, là, on se dit, oh, il aurait peut-être fallu un guérisseur, quoi. Et pour revenir sur ce que disait Inès aussi, quand elle parlait de la transmission des pratiques, je pense que là, on est vraiment au cœur du truc. Au cœur du truc. Et aussi, peut-être, et c'est triste, mais peut-être que tout n'a pas vocation à durer. Ça, c'est horrible de se dire ça. Et peut-être que tout n'a pas vocation à durer. Il y a des amitiés qui se dissolvent, en fait. Parce qu'en fait, on est des êtres changeants. Et c'est horrible, parce que c'est comme quand on est amoureux, comme on veut pas se dire que ça finit. Mais c'est pas vrai, tout finit. À part la mort. Et encore. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Donc, voilà. Et je pense que c'est quand on est dans ces dynamiques-là, on veut pas se dire ça. On veut pas se dire que à un moment, en fait, on va être dans un collectif, ça a un temps donné. On va être dans une relation, ça va être avoir un temps donné. C'est dur, quoi. Mais je pense que on a les éléments de réponse, je pense, parce que aussi on a vu ça dans des groupes auxquels on a appartenu de près ou de loin. Et en fait, on a vu aussi que cette question de la starification de l'ego, pour moi, c'est la même question, en fait. Hein. C'est aussi des questions qui ont traversé les groupes. La négritude, dans le groupe de la négritude, c'était la même chose. Bon, j'arrête de parler. Mais voilà, parce qu'on va pas prendre d'autres questions, quand même. Pas que parler. Mais voilà. Je pense qu'il faut des rituels de guérison, en fait. C'est genre clé. Mais vraiment, et quelqu'un qui est institué comme ça. On se dit, on peut aller voir cette personne qui va tenter de nous guérir. Autre question. Alors c'est pas une question, mais dans ce que j'entends, je trouve que votre association elle irait bien avec l'association de CNV, de communication non violente, pour le coup. Et il en existe à Genève, et je faisais le lien dans le fait que vous donnez beaucoup, mais il n'y a pas cet échange de réconfort psychologique, physique, enfin tout pour essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. Parce qu'à partir du moment où on lutte contre quelque chose, ben c'est forcément épuisant au bout d'un moment. Je vois que l'histoire se répète depuis. Alors moi j'ai vécu en France, c'est une bonne formation, depuis des années 90 et ça a bougé un petit peu. Mais le fait qu'aujourd'hui la parole se libère, c'est déjà une victoire, j'ai envie de le dire. Donc les choses bougent quand même si on ne le voit pas. Mais je vois ainsi que le chien qui se mord la queue. Et c'est assez impressionnant de voir un collectif comme le vôtre tenir dans tout ça. Moi, je suis vraiment impressionnée, je vous dis bravo. Je n'oserais même pas m'investir là-dedans, mais bravo en tout cas pour ça. Juste, si je peux juste, je trouve que c'est un commentaire qui est, déjà merci beaucoup. Je trouve, enfin voilà, je trouve que c'est aussi assez impressionnant et pas vraiment pour se féliciter sans arrêt, mais juste de se dire je crois qu'elle me tuera en fait si j'en dis beaucoup, mais il y a quand même une membre fondatrice qui est restée dans le CAS, hein. Enfin, et on trouve ça très très fort en fait. C'est pour qu'il y ait en fait qu'on garde un peu ce savoir et qu'on ait accès en fait à toute cette historique. C'est quand même hyper fort. Je trouve pertinent. Donc du coup, c'était un commentaire par rapport au fait que peut-être une association comme le CAS pourrait rentrer en contact avec une organe. Des méthodes des professionnels de la scène formés, comme vous l'avez dit longtemps, qui pourraient intervenir comme des médiateurs. Et je pense que ça pourrait faire partie même d'un rituel, parce que dans tout ça, c'est vraiment la communication qui prime, et puis chacun avec son histoire. C'est juste énorme si on ne fait pas un travail sur soi. Déjà avant tout, Je pense justement que la question de la médiation est très importante et c'est quelque chose à laquelle on pense souvent. Et dans le sens, dans une organisation, une entreprise, disons avec, je sais pas, un effectif de 2000, 3000, peut-être il y a des organes en fait qui sont là pour justement essayer à résoudre le conflit.
à trouver des solutions pour les personnes qui s'entendent plus, etc. Et je dirais même avec, disons, une entreprise où il y a des ressources pour ce genre de choses, ça passe très mal. Il y a très peu de structures en fait pour aider les personnes en fait qui souffrent dans le contexte du travail, sans parler des personnes qui souffrent du racisme, par exemple, ou d'autres discriminations sur le lieu de travail, dans des structures qui a priori ont des ressources pour ça. Et je pense que quand on prend l'exemple d'un petit collectif, une personne peut être déjà militante, peut être trésorier, peut être président, peut être organisateur ou organisatrice d'une manif. Enfin, c'est plusieurs choses à la fois. Et sans justement cet œil externe en fait qui nous aide à voir, ok, ce sont des angles morts, comme a dit une de mes committantes. Et enfin voilà, et encore trouver du temps pour justement parce que je pense que par exemple au sein du CAS, là on est bientôt fin mars, c'est sans arrêt depuis le début d'année. En fait, chaque réunion qu'on a entre nous, c'est soit pour répondre à une sollicitation, enfin voilà, et puis il y a des conneries, désolé, qui arrivent tout le temps, et puis on est obligé de répondre, et puis ça nous déstabilise en fait pour toute une semaine parce qu'on doit répondre, on doit se mettre ensemble, on doit agir. Donc je pense que après tout ça, on a juste une seule envie, c'est peut-être de dormir ou de se reposer. Et comme je disais, enfin parfois essayer de planifier des choses qui sont en lien avec la joie, le bien-être, etc. C'est comme encore du travail. Mais je suis pas contre, hein, vraiment. J'avais pas vraiment ce poids, c'est en permanence. C'est intéressant votre témoignage parce que c'est vrai que de l'extérieur, on voit pas tout ça. Et je trouve justement en fait pour la survie en fait d'un collectif, peu importe en fait le domaine d'action, si je peux dire ça comme ça, c'est effectivement très utile parce que au cœur de tout ça, c'est des êtres humains. Et puis quand on est dans une lutte en fait, enfin parce que enfin ces luttes nous regardent, enfin c'est que on est en train d'essayer de changer les choses en fait pour des personnes qui nous ressemblent, donc c'est des questions d'identité et tout ça est amené, tout ça est présent au sein du collectif. Donc ça veut dire que quand on est encore une fois trésorier, président, nanana, et la personne, genre moi par exemple Vanessa au sein d'un certain collectif, avec la personnalité que j'ai, le caractère que j'ai, très dur parfois de faire la part des choses et pour enfin faire le lien avec la première question. Je crois que c'est pour cela justement que ça finit souvent sous une certaine forme de violence, une rupture un peu très très difficile parce que enfin on a tout donné quoi, même enfin de son temps, de ses émotions, enfin voilà, etc. Donc voilà, j'ai fait un peu une combinaison, une réponse enfin voilà. Bref, vous m'avez comprise. Mais non, juste pour dire que voilà, c'est un constat que je trouve hyper pertinent et puis d'ailleurs peut-être j'aimerais avoir ces infos. Bien, c'est la fin. Nous arrivons au terme de notre conversation. C'est un plaisir d'être avec vous. La semaine continue. Il y a d'autres ateliers qui ont lieu. Demain, il y avait un atelier d'écriture. Bon, visiblement, il est complet. J'aimerais former des gens à faire des ateliers d'écriture. Vous inquiétez pas, c'est super facile. Et puis voilà. J'étais ravie de discuter avec vous, Inès, Vanessa. Merci beaucoup pour votre expertise et pour vos mots. Et merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Merci.